Salut et bienvenue dans ce nouveau classement. Aujourd'hui, le top 5 des célébrités autochtones. Bon alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, de commencer ce top 5, je voulais juste peut-être spécifier une chose, c'est que tout d'abord les autochtones, c'est une partie qui est quand même relativement importante du Canada et je pense que en tant qu'immigrant, que nouvel immigrant, qui n'a donc pas été élevé au Canada, hein, qui n'a pas suivi l'éducation à la base ici au Canada, c'est important de connaître cette partie-là aussi parce qu'ils font partie littéralement du Canada. Ce top 5 va être pas mal basé sur les personnes ou des groupes de personnes autochtones, toujours autochtones naturellement, qui sont quand même relativement influentes. Et en faisant cette vidéo-là, j'ai fait quand même pas mal de recherches. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que je trouve que ce sont pour la plupart des personnes formidables. Et, euh, et en faisant ces recherches-là, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui, notamment par exemple sur YouTube, qui font partie de ces communautés-là, ont des chaînes ou proposent des vidéos qui sont vraiment très intéressantes, très travaillées et qui malheureusement ont très peu de vues. Et même moins que certaines des vidéos que je fais sur cette chaîne-là. Et c'est pas une grande chaîne immigrée au Canada. Et de certaines de mes vidéos qui n'ont pas beaucoup de vues ont quand même beaucoup plus de vues que ce qu'eux ils peuvent faire. Donc je trouvais ça un petit peu triste parce que je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de visibilité et ça s'engage pas mal sur le plan politique, hein, notamment, pour revenir peut-être à ça, où effectivement, bon, on avait entendu parler de Justin Trudeau, de son discours, etc., ce qui est très très bien, hein, de les reconnaître en tant que nation, etc., etc. Mais dans les faits, encore à l'heure actuelle, quand le gouvernement décide d'aller faire un pipeline ou d'aller creuser pour du gaz dans le nord et sur les territoires qui appartiennent aux Inuits et qui sont des réserves, et qui ont été protégés selon des lois gouvernementales, ils le font quand même, parce qu'il y a plusieurs milliards, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Donc j'ai l'impression quand même, quelque part, qu'on est... Comment je pourrais dire ça sans rentrer dans un discours réellement politique là-dessus, mais comment je dirais ça, on ne considère pas leurs paroles, quelque part. Ils peuvent dire des mots, oui, ok, on se serre la main, mais finalement, quand c'est pour creuser pour un pipeline qui va rapporter plusieurs milliards de dollars, ben on le fait quand même. Donc les accords ne sont pas respectés. Alors je me mets à leur place. C'est peut-être un petit peu compliqué d'avoir une identité en étant là-dedans, et dans le Canada, j'entends. Et, et quand même, ils essayent, en faisant ces recherches sur cette vidéo-là, et une autre vidéo que j'ai faite aussi sur la chaîne qui s'appelle Nation Autochtone, dont d'ailleurs si tu es vraiment intéressé en détail à connaître un petit peu comment les différents peuples autochtones qui vivent au Canada, parce qu'il y en a plusieurs, et leur manière de vivre, et leur culture, leur tradition, tu peux aller voir cette vidéo-là. J'avais fait quand même pas mal de recherches, et c'était très intéressant. Moi j'avais trouvé ça intéressant. Et, euh, et, et c'est en plus de quoi, quand ils sont vus un petit peu ici en histoire à l'école secondaire, c'est toujours très sommaire et c'est jamais ce que ça peut représenter un petit peu à l'heure actuelle, le quotidien de ces gens-là, qui vivent avec de grosses difficultés, c'est sûr, mais il faudrait essayer de comprendre d'où viennent ces difficultés-là et pourquoi ils ont ce problème identitaire-là dans le pays. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important. Peut-être parce que je m'y retrouve parce que je suis immigrant moi-même. C'est sûr que je suis un immigrant français, donc je n'ai pas réellement connu de grosses difficultés dans ma vie. Je ne viens pas d'un pays du tiers-monde, mais peut-être qu'en étant quelqu'un d'étranger à la base, parce que bon, maintenant je suis peut-être plus canadien que français, honnêtement, mais en étant quelqu'un d'étranger à la base et en ayant immigré dans ce pays-là, je fais peut-être une projection plus vers ces gens-là, même si j'ai pas eu le même vécu, encore une fois. Donc, je sais pas. Moi, je regarde beaucoup de choses sur eux et je les trouve, pour les gens dont je vais parler, justement, aujourd'hui, dans ce top 5 là,
sont tous des gens qui sont quand même relativement formidables par rapport à ce qu'ils font et par rapport à ce qu'ils ont réalisé et par rapport à ce qu'ils entreprennent vis-à-vis de leur communauté, les messages qu'ils envoient d'espoir pour dire à leur communauté qu'il y a quand même peut-être une manière de s'en sortir quelque part. Et eux, ils en sont un exemple. On va voir ça tout de suite, le top 5 des gens peut-être influents, j'avais dit célébrités, mais c'est ça, c'est les célébrités, je ne savais pas trop comment tourner ça. Groupe de personnes influentes du milieu autochtone. Adam Beach, c'est un acteur qui est à Hollywood, donc c'est quand même un acteur très connu, mais vraiment connu, pas juste un petit peu. Adam Beach, il est né à Astern, au Manitoba, donc une des provinces du Canada, et il est de la nation Ojibwa, c'est la première nation, cette nation-là, qui porte ce nom-là. Et il a été élevé sur la réserve Dog Creek. Lui, c'est un petit peu triste aussi, sa vie, comment elle a commencé, parce qu'il a perdu à l'âge de 8 ans, il a 2 frères, ils sont 3, et à l'âge de 8 ans, il a perdu sa mère qui s'est fait renverser par un chauffard ivre en voiture, et une semaine plus tard, son père est mort aussi. Donc il a perdu ses 2 parents en moins d'une semaine, c'est juste horrible. Et après ça, il a déménagé à Winnipeg. Alors en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que Winnipeg est une ville au Canada où il y a le plus d'Autochtones en termes de statistiques. C'est 12% de la population. Et il a été chez ses grands-parents et ensuite chez son oncle et sa tante. Une fois arrivé là-bas, il a décidé, c'est un choix qu'il a fait, il en parle, je vais mettre une vidéo sur YouTube où il est interviewé par une personne parce qu'il revient un petit peu, ce gars-là, même en étant vraiment vraiment connu à Hollywood, il revient souvent dans les réserves et il va rencontrer des gens lors de festivals de Premières Nations. Et c'est un gars qui est vraiment très sympathique. Il est vraiment, vraiment gentil, ce garçon-là. Là, c'est complètement impressionnant. Donc, je mettrai dans le lien d'une vidéo YouTube où il est interviewé justement sur une de ces réserves-là. Et évidemment, c'est en anglais, donc il faudrait que tu comprennes l'anglais, mais pour ceux qui comprennent l'anglais, va le voir parce que tu vas voir un peu comment il est vraiment sympathique. Donc, il se retrouve à Winnipeg et arrivé à Winnipeg, tout ça pour dire que dans cette vidéo-là, il me semble qu'il explique un petit peu, je ne sais plus si c'était cette vidéo-là ou une autre vidéo dont il en parlait, où il explique un petit peu son passé lui-même. Il a un passé quand même assez difficile. Et parce que bon, à Winnipeg, il y a quand même aussi des ghettos où il y a pas mal d'Autochtones qui se retrouvent là-dedans, et j'en parlerai peut-être après avec un autre groupe qui est assez influent aussi, qui a été assez influent dans le milieu autochtone et même courant. Et finalement, c'est ça, il décide de suivre des cours d'art dramatique pour finir ce que je veux dire quand même à un moment donné. Je vais arrêter de tourner en rond. Et il va essayer, il va passer des auditions, il va participer à des petites pièces de théâtre locales, etc., etc. Et finalement, ben, de but en blanc, il va commencer à avoir une carrière au Canada, au niveau du cinéma. Et puis il a fait plusieurs films et à un moment donné, il a fini par être connu, il est allé à Los Angeles et a participé à de très très grands films américains. Ce gars-là, il a quand même tourné à l'heure actuelle, il faut le dire, près de 60 films, c'est pas rien. Et programmes télévisés, hein, je vais mélanger un peu les deux. Il a commencé sa carrière en 1994. Il vit à l'heure actuelle à Ottawa et non à Los Angeles. Donc sa maison, sa résidence principale, c'est à Ottawa parce qu'il voulait être plus proche de ses fils, étant donné qu'il a eu plusieurs mariages. C'est un petit peu comme ça Hollywood, hein. Souvent il se marie, il divorce, il se marie. Dans ses films notables, je vais en parler quand même de quelques-uns. Le premier dont je parlerai, c'est Wind Talkers en 2002. Ça, c'est un film de John Woo où en fait, c'est avec Nicolas Cage notamment. En fait, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et ils doivent, ces gars-là, qui évidemment ils jouent le rôle d'un autochtone dans ce film-là, ils doivent concevoir une sorte de code à base de la langue navajo. Et il faut dire que lui ne parlait pas le navajo parce que dans les Premières Nations, ben, ils n'ont pas tous la même langue, hein. Donc ils ne se comprennent pas entre eux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport à ces vieux films de western un petit peu débiles américains où voilà, ils disaient que c'était des Indiens et qui parlaient tous la même langue, mais c'est absolument faux. D'abord, ce ne sont pas des Indiens, les Indiens vivent en Inde.
Et donc c'est ça, donc il a dû apprendre le Navarro pour ce rôle-là, c'est quand même assez cool. La série Arctic Air, qui a été très populaire ici sur CBC Canada de 2012 à 2014, qui met en scène évidemment aussi des autochtones. Ça se passe beaucoup dans le nord, hein, le titre dit bien ce qu'il en est. Flag of Fathers en 2006 de Clint Eastwood, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est lors de la bataille de Iwo Jima. Seconde Guerre mondiale, ils sont sur une île et c'est toute l'histoire de ces gars-là qui ont été dressés le drapeau en haut de la colline. C'était hyper compliqué, ils étaient attaqués de toutes parts par les Japonais, ils y étaient arrivés et lui a un rôle très important dans ce film-là. Suicide Squad en 2016, il jouait le rôle de Slipknot. Évidemment, pour moi, je trouve pas que ce soit un bon film. On parle pas de cinéma ici. Si tu veux plus t'intéresser au cinéma, j'ai une chaîne cinéma. Boum, je plug ma chaîne, Nation Cinéma. Mais non, c'est ça, pour parler vite, il jouait le rôle de Slipknot et on le voit très peu parce que le film a été sabré au montage, il a vraiment été coupé au montage. Mais il avait quand même un rôle dans un grand film, hein, faut dire ce qu'il y a avec Bruce Willis. Et puis bientôt, il va jouer le rôle de Hitman dans The Hitman, qui est en tournage en ce moment. Donc on voit que c'est quand même pas n'importe qui. Un de ses films, dans sa filmographie dont je parlais, que je parlerai, donc, qui est peut-être un petit peu plus notable pour moi par rapport à mon top 5, c'est Smoke Signal en 1998 de Chris Hare, qui lui-même est un autochtone mais d'origine américaine, donc des États-Unis, qu'on appelle là-bas les Native Americans, et non les Premières Nations, chacun à sa manière. Et ça, si tu peux le voir, ou si tu peux avoir une copie, c'est peut-être intéressant à regarder. C'est drôle et dramatique en même temps, mais il y a quand même un aspect comique en arrière, parce que c'est comment dire, le thème du film, c'est un autochtone un peu nerd qui porte des grosses lunettes et qui raconte des histoires qui intéressent personne. C'est ça l'histoire du film un peu. Donc c'est basé là-dessus. Et Adam Beach est comme le gars qui est avec l'autre et qui essaye de un petit peu, comment dire, l'ancrer un peu plus dans la réalité des choses. Donc Adam Beach, pour moi, c'était quelqu'un de vraiment important. C'est un gars qui n'hésite pas à faire le tour des Premières Nations, des réserves au Canada, qui va dans les festivals, qui ne sont pas nécessairement des festivals, comme je le disais en début de vidéo, qui sont très connus et qui devraient l'être, d'après moi, un peu plus, parce que c'est des festivals intéressants. Mais lui, il y va quand même. Il y va en petit avion, il rencontre les gens, il va dans la petite école primaire du coin, du village paumé, et voilà. Et il n'hésite pas à le faire, et à parler de son expérience, et à essayer d'avoir tout le temps des discours inspirationnels et plein de motivation. Donc, Adam Beach. A Tribe Called Red, ça c'est complètement différent. C'est un groupe de musique électronique. J'aime vraiment beaucoup. Contrairement à ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est peut-être le seul, ou un des très très rares groupes autochtones qui est quand même assez populaire. Ils ont une chaîne YouTube. Il y a 118 000 abonnés sur leur chaîne, et quand tu vas voir les vidéos, c'est entre 2 millions et 5 millions de vues par vidéo, tout dépendant des vidéos naturellement. Ils sont originaires d'Ottawa. Le groupe a été formé je te le conseille vraiment à regarder, c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment de la bonne musique, honnêtement. Le groupe a été formé en 2010, et il est composé de DJ Shub, qui lui fait partie de la notion Mohawk, de Bear Witness, qui est Cayuga, et de DJ NDN, qui est issu de la bande indienne du lac Nipissing. Donc, ce sont ces gars-là. Eux, leur style de musique, en fait, ça mélange reggae, hip-hop et dubstep, mais eux-mêmes disent que c'est du power step, ce qui est quand même assez précis. En 2012, je pense, ils avaient sorti leur premier album, dont le titre d'ailleurs était éponyme, c'est-à-dire Tribe Called Red. Ils ont voyagé un petit peu partout, hein, au Mexique, en France, en Angleterre. C'est des gars qui sont ultra talentueux. Il y a une chose qu'ils font beaucoup quand ils sont en live et que j'aime énormément aussi, c'est que pendant qu'ils font leurs chansons, pendant qu'ils composent leur musique en live, ils composent pas leur musique en live, voyons, ils interprètent leur musique en live. Pendant qu'ils font ça, ils diffusent toujours des films en arrière qui sont peut-être un petit peu plus réalistes et qui démystifient
la manière qu'on a de voir les autochtones pour la plupart du temps au cinéma ou dans les publicités, mais souvent au cinéma, jusqu'à dernièrement, et voire même certains films encore très très récents, où ils étaient quand même, il faut dire, caricaturés et que c'était absolument pas réaliste la manière de les montrer. Donc eux, ils font ça, ils diffusent en arrière ce genre d'image-là pour essayer comment dire, de démystifier cette image, comme je viens de dire, tout simplement, d'être plus impliqué dans un côté réaliste. Isa Igloliorte, cette madame-là, on va peut-être commencer par le commencement. Cette madame-là est née à Happy Valley, c'est dans Grease Bay, en 1979. Bon, super, on connaît son âge, mais ça c'était pas ça le but. Mais dans le Nunatsiavut, en fait, c'est un territoire autonome, pour être plus précis, qui est géré par les Inuits de Terre-Neuve et Labrador. Ça, c'est à l'est du Québec. Donc, ça te donnait un petit peu une idée de où est-ce que ça se passe. En Inuktitut, ça veut dire notre belle terre. C'est cool aussi à savoir. Moi, je trouve ça toujours cool à savoir. Ils ne donnent pas des noms au hasard. Canada, c'est village, là, parce que là, tu pensais que c'était... Cette semaine, j'ai appris quartier. En fait, Canada, c'est en iroquois, puis ça veut dire village non fortifié. Ah, voilà. Parce qu'il y a un autre mot pour dire village fortifié. Ok. Canada, village non fortifié. Donc voilà, nous on vit dans un village non fortifié. C'est ça que ça veut dire Canada en iroquois. Bravo. Bref, pour son petit curriculum vitae assez rapide, elle a eu un bac en art au collège d'art et de design de la Nouvelle-Écosse. Ensuite, elle a suivi une maîtrise en histoire de l'art. Puis après ça, un doctorat en médiation culturelle à l'université Carleton. Ça, c'est une université en fait internationale qui se situe à Ottawa. Cette madame-là, pourquoi j'en parle? C'est pas n'importe qui, évidemment. Tu le vois tout de suite par rapport à où est-ce qu'elle est née et où est-ce qu'elle a vécu avant de commencer, je dirais, ses études et après ça, sa profession dont je vais parler tout de suite. Elle est d'origine inuit, naturellement. Et elle a, comment dire, beaucoup de poids sur la scène au niveau informative, je dirais, quelque part, là, et comment dire, culturel de tout ce qui est des autochtones, et plus particulièrement les Inuits, d'où elle vient, et les nations Inuits même, carrément au complet. Donc, elle enseigne à l'heure actuelle l'histoire de l'art autochtone à l'Université Concordia. Ça, c'est à Montréal. Et elle est aussi impliquée comme chercheuse, toujours à l'heure actuelle, dans l'art autochtone et l'engagement communautaire pour le développement aussi de la culture autochtone dans son ensemble. Mais, comme j'ai dit, elle est plus spécifiquement sur les Inuits, mais quand même, elle s'intéresse aussi au monde autochtone réellement dans son ensemble. Il y a beaucoup de choses. C'est la co-directrice de l'initiative pour l'avenir des peuples autochtones. Donc ça aussi, c'est comme comment dire, une sorte de programme, j'imagine, qu'elle a mis en place pour diffuser toujours ce même type d'informations. Toutes ces recherches qu'elle peut faire par rapport à ça, parce que c'est une professeure aussi associée, une professeure assistante, je le dis en anglais, pas en français, à Concordia. Ouais, mais tu sais, elle est prof dans le fond. Après, Prof. c'est des degrés pour Okay. être titulaire. Là, bon, Ok, un professeur. Okay. On va s'arrêter là, elle est professeur. Donc, elle fait quand même pas mal de recherches aussi. Donc, toutes ces recherches, par rapport à l'information qu'elle essaye toujours de divulguer, toutes ces recherches sont axées sur les cultures visuelles et matérielles autochtones, sur les théories curatoriales. Ça devient très académique et ça devient très universitaire ce que je dis. Et les méthodologies de la décolonisation, qui est en fait, c'est pas mal son sujet de prédilection, c'est-à-dire les enjeux dans tous les écrits et dans tout ce qu'elle peut raconter dans ses conférences, etc. Les enjeux liés à la colonisation, à la souveraineté, à la résistance et à la résilience des peuples autochtones. Ça, c'est pas mal de ça qu'elle parle en priorité, et c'est pas mal son sujet de bataille, ce qui explique peut-être un petit peu plus tout ce que je viens de dire, comment j'ai ramé pour essayer d'expliquer ça. C'est aussi une curatrice indépendante.
Donc, elle est entre autres, à l'heure actuelle, encore reliée au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, tu vas pouvoir, si jamais tu viens ici en vacances, si tu es immigré, nouvellement immigré, ou même si tu es immigré, pas nouvellement, mais que ça t'intéresse, il y a une exhibition permanente, donc au Musée des beaux-arts, je mettrai le lien dans la description, qui s'appelle Ilipunga, la collection Brousseau. C'est exactement ça. Donc, tu vas pouvoir aller le voir. Je vais te mettre le lien dans la description. Euh, c'est intéressant quand même, il me semble. Elle avait aussi un projet assez gigantesque qui traversait tout le Canada et qui finalement s'est transformé en une sorte de... Bah pas une sorte, je te mettrai aussi le lien dans la description, qui s'est transformé en livre qui résume un petit peu ce projet-là où elle avait, comment dire, elle avait une exhibition qui mettait en scène 80 œuvres, toujours des œuvres qui sont faites par des artistes autochtones, naturellement. De sa région, spécifiquement, du Labrador. C'est ça, et c'était 45 artistes qui avaient participé pour pouvoir faire ces 80 œuvres-là. Donc il y a un livre qui est sorti qui s'appelle The Art and Craft from Nunatsiavut. Oui, évidemment c'est du Nunatsiavut, comme dit ma conjointe, donc plus particulièrement de cette partie-là dont j'ai parlé en début de vidéo. Ça aussi c'est intéressant. Si tu veux l'acheter ou si tu t'y intéresses, je vais te mettre le lien dans la description. J'ai vu que c'était disponible sur Amazon. Donc, Même des fois, si tu viens comme touriste et tu cherches un cadeau à ramener, ouais. tu sais, l'art inuit, c'est populaire là, dans le Vieux-Port, des affaires comme ça, puis c'est problématique un peu, là, Ouais. on ne sait pas si quand c'est authentique, si les artistes ont été payés, mais tu peux ramener ce livre-là parce qu'en plus, l'art inuit du Labrador, c'est un art inuit moins connu que celui du Nunavut, puis tout ça, fait que c'est vraiment original. Puis c'est un livre qui est publié par une personne autochtone, c'est un vrai livre sérieux, c'est un beau cadeau. Ah, Je suis contente de recevoir ça. Oh ouais, absolument. Oh ouais. Donc, très beau cadeau à faire. Si tu veux faire ce cadeau-là, pourquoi pas. Je vais mettre le lien dans la description. Il est disponible sur Amazon, je l'ai trouvé. Ashley Collingbull. Et qui s'appelle maintenant en fait Ashley Collingbull Burnham, Burnham parce qu'elle s'est mariée. Mais à l'époque, elle s'appelait Ashley Collingbull, à l'époque dont je vais parler parce que, voilà, en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Elle est de la nation Inouche, qui en fait s'écrit E-N-O-C-H, des cris, exactement. Il me semble qu'il y a deux Ah, collés. il y a peut-être deux, je sais pas, mais on prononce Inouche, je me suis informé, c'est ma conjointe qui me l'a dit, on prononce Inouche, même si l'orthographe n'est pas écrite de cette manière-là, c'est la prononciation phonétique. Ça se situe à l'ouest d'Edmonton, en Alberta, pour être plus précis, si tu veux savoir. Alors, c'est qui cette madame-là? C'est quand même une madame très importante parce que c'est la première Canadienne et femme autochtone, naturellement, puisque c'était la première Canadienne de toute façon, à avoir gagné le titre de Miss Univers en 2015. Donc, c'est pas n'importe qui, et c'est vraiment cool, je trouve, pour les populations autochtones d'avoir eu tellement de visibilité à ce moment-là. Ça a été vraiment une fierté, et ça, je le comprends vraiment. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à l'époque, elle s'appelait Ashley Collingbull, parce que quand elle a été élue Miss Univers, elle s'appelait juste Ashley Collingbull, mais après ça, elle s'est mariée. Donc si tu cherches sur Internet, c'est ça mon point, et que tu vas avoir plus d'informations au sujet de cette jeune fille-là, c'est Ashley Collingbull Burnham. Elle est quand même importante dans le milieu des Autochtones aussi, parce qu'à l'heure actuelle, c'est une activiste pour les droits des Premières Nations et aussi au niveau des causes environnementales pour tout le Canada. Et à un tel point, en fait, elle est même tellement ancrée dans ces causes-là d'activisme qu'elle a carrément utilisé ses célébrités pendant la campagne électorale de Justin Trudeau en 2015 pour faire prévaloir les problèmes que peuvent avoir les Premières Nations et essayer, même pas essayer parce qu'elle a réussi, à convaincre Justin Trudeau d'intégrer ça dans sa campagne électorale, ce qu'il a fait. Et éventuellement, par la suite, si tu t'y es intéressé, il a tenu un discours à l'ONU où le Canada, il s'est excusé en représentant lui-même le Canada aux Premières Nations, et, etc., etc. Donc, il a vraiment utilisé son idée à elle, quelque part, ou plutôt, je dirais, sa manière d'avoir insisté pour qu'il puisse quand même en parler pendant sa campagne électorale.
de manière peut-être, donc c'est quand même quelqu'un qui, en plus d'avoir été Miss Univers, faut dire aussi très rapidement, j'avais regardé, elle a obtenu son diplôme d'études secondaires à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire un an à l'avance, et après ça, elle a été suivre des études à l'université. Donc elle n'est pas complètement idiote non plus, là, c'est pas juste une Miss Univers qui a fait des concours de beauté pendant toute sa vie, quoi. On s'entend. Là. Et puis après, bon, donc c'est pour ça que je voulais en parler aussi, c'est quand même une activiste qui est très importante par rapport au milieu autochtone et qui a une grande influence sur la scène canadienne, quand même. Winnipeg's Must. Winnipeg's Must, c'est un groupe de rap autochtone. C'est pas vraiment. Tribe Called Red, ils ont un petit peu de rap dedans, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un groupe de fusion musicale. Eux-mêmes disent qu'ils font du power step, donc c'est pas tout à fait la même chose quand même. Winnipeg's Must, on est vraiment dans le rap-rap, là. C'est du rap-rap, il n'y a pas de souci, c'est clair là-dedans. C'est un groupe qui est originaire de Winnipeg, d'où le nom du groupe, au Manitoba. Paraît juste logique. Il est composé de Brooklyn, qui lui, en fait, son vrai nom c'était Jamie Préfontaine, de Charlie Fetta, son vrai nom c'est Tyler Rogers, et de John C, son vrai nom c'est Billy Pearson. Là-dessus, j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé, j'ai vraiment pas réussi à trouver. Il y a 2 personnes autochtones qui font partie des Premières Nations et une qui n'est pas autochtone. J'ai pas trouvé de quelle nation ils faisaient partie exactement. J'ai cherché leur bio, j'ai pas trouvé, mais bon, c'est quand même intéressant de parler d'eux parce que c'est un groupe qui parle en fait de qu'est-ce que peut vivre un autochtone. C'est différent vraiment de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, même de Tribe Called West, Tribe Called Red, parce que eux, ils vont parler plus de qu'est-ce qu'un autochtone peut vivre dans le ghetto d'une ville, et plus particulièrement Winnipeg, comme je parlais en début de vidéo, où c'est la ville où il y a le plus grand nombre d'autochtones en termes de statistiques, qui sont 12% de la population. Donc, dans les ghettos, où il y a des autochtones, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs problématiques, comment ils les gèrent. C'est différent réellement des problèmes des réserves. C'est encore une autre problématique. Ils ont été assez populaires parce qu'ils ont réussi, en fait, dans leur rap, à attirer naturellement des autochtones qui se retrouvaient dans leur discours musical et naturellement un petit peu politique et un petit peu aussi gangsta. C'est leur comment dire, c'est leur thématique, quelque part, c'est un groupe de rap, vraiment. Mais ils ont aussi attiré une population blanche, donc plus d'autres Canadiens, on va dire, qui se sont retrouvés aussi dans ce discours-là. Donc, ils ont été assez populaires grâce à ça, en fait. C'est qu'ils ont vraiment attiré tous les gens qui se retrouvaient dans ce même discours-là, peu importe leur origine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était en ce qui concernait ce top 5 sur les célébrités, on va dire, les personnes influentes, autochtones. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tu l'as vu, la conclusion, c'est la conclusion, donc tu as dû voir le montage que j'ai mis. Je ne l'ai pas encore fait là quand je parle. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. C'est comme du futur, c'est une inception. C'est du futur comme... En tout cas, c'est assez spécial. Bref, donc c'est ça, si tu es intéressé vraiment sur les autochtones et leurs causes et leurs problématiques, et je peux te dire que c'est vraiment pas facile pour eux quand même. Il faut que tu aies en tête aussi que ce sont plusieurs, on dit les Premières Nations, parce que ce sont plusieurs nations, et il y a les Inuits, et il y a les Métis, et si tu es intéressé, tu peux aller voir ma vidéo où je l'explique peut-être plus en détail, les nations autochtones, je pense que ça s'appelait. Ce n'est pas, comment dire, un groupe homogène, ce sont des personnes qui sont différentes de réserve à réserve, de nation à nation, entre les Inuits, les Métis, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes cultures, et ils sont regroupés en tant qu'autochtones. Donc ils ont des difficultés, c'est pas tout le temps facile avec le gouvernement canadien. Le gouvernement canadien, comme je disais en introduction, leur donne des droits qu'ils ne respectent même pas. Donc ils signent des accords qu'ils ne respectent même pas parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu la plupart du temps. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec mon discours, parce que je sais qu'il y a des Canadiens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi je suis d'accord avec mon discours, donc ça va. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que j'essaye avec ma petite chaîne et le peu du nombre d'abonnés que j'ai, de peut-être leur donner plus de visibilité. Ça vaut le coup. Si tu vas aller voir le film Smoke Signal avec Adam Beach, va le voir, c'est quand même intéressant. C'est une comédie, mais c'est intéressant. On voit un petit peu plus leur point de vue, comment ça fonctionne chez eux.
Et ils ont le droit à leur place. Donc pour moi c'est important de le dire. Je prends pas ça à mon propre crédit, c'est vraiment entièrement pour essayer de leur donner le plus de visibilité possible et j'espère que ça marchera. Et j'espère que tu t'intéresseras à eux. Et j'espère que si tu viens en tant que touriste, tu iras voir l'exposition aussi au musée des Beaux-Arts. C'est super important, c'est super intéressant. Ça fait partie de la culture canadienne. Donc, c'est ça. Le Canada, ça n'existerait pas sans les personnes autochtones. Les gens ils ont tendance à l'oublier. Mais effectivement. si tu t'intéresses au Canada, il faut que tu t'intéresses aux peuples autochtones parce que c'est le backbone de toute l'Amérique. Effectivement, c'est les Premières Nations. On dit les Premières Nations, c'est les Premières Nations, c'est eux qui étaient là aux États-Unis, avant que les États-Unis existent, au Canada, avant que le Canada existe. Eux, ils étaient là depuis longtemps. Et les Inuits aussi, effectivement. Ils étaient là depuis vraiment longtemps, ils ne nous ont pas attendus pour créer des nations. Donc, ils font partie de l'histoire propre du Canada. Ils sont hyper importants. Ceci étant dit, si tu veux mettre des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. De ne pas oublier de t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et puis le compte Instagram qui existe toujours. J'essaye de mettre des photos. Bon, j'ai pas tout le temps, comme je le dis tout le temps, donc c'est ça, tu peux aller voir. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit? Ciao, bye. À la revoyure. D'abord, on se dit à la revoyure, espèce de nouille. À la revoyure. Ciao, bye. Là, tu fais la musique.